l'ouest, des forêts et des savanes, des steppes et des déserts. L'espoir renaît sur notre continent. Nous, peuples africains, unis dans la dignité, avons plus que jamais soif de justice et de liberté. Main dans la main, marchons vers la lumière pour léguer la paix à nos enfants. Afrique, terre d'espérance. L'heure de notre vraie liberté a sonné. Afrique, terre d'espérance. L'heure de notre vraie liberté a sonné. Que brillent nos cultures, nos richesses et nos talents. Que s'élèvent nos voix dans un même élan. Par le travail, le courage et l'unité, nous ferons rayonner l'Afrique retrouvée. Afrique, terre d'espérance. L'heure de notre vraie liberté a sonné. Afrique, terre d'espérance. L'heure de notre vraie liberté a sonné. 2026, déclarant un deuil national. Président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition révisée, décrète, article 1er, un deuil national de 2 jours, à compter du lundi 27 avril à 0h, est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage au général Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, suite à son décès tragique survenu le samedi 25 avril 2026, du 26 avril 2026, déclarant un deuil national. Bonjour chers frères et sœurs, sinon bonsoir, frères et sœurs. Vous vous abonnez pour que nous puissions vous transmettre les nouvelles assez vite. D'autres l'ont déjà fait. J'attendais, moi, le communiqué de l'armée, de l'État malien, pour vous dire que notre frère Sadio Kamara nous a quittés. Et comme le communiqué le dit, il est mort tragiquement hier samedi, puisqu'il y avait un camion plein de bombes dirigé contre sa personne. Alors, à ce niveau, je reviens sur, disons, la stratégie. Parce qu'il faut toujours analyser les faits. Il est tombé, mais nous continuons le combat. Le combat, nous avons 2 jours de deuil, mais le combat doit continuer pour la victoire finale. Voilà pourquoi je vous ai fait écouter l'hymne de la renaissance du PPACI. Alors ici, il faut dire quelque chose. La stratégie de la France a consisté d'abord à dire que Bazoum allait être libéré. Donc, ils étaient, selon eux, sur le point de s'en prendre, de s'attaquer au Niger. Et à la fin, nous avons compris, à travers le discours de Tchani en Algérie, que l'Algérie n'avait pas accepté que son territoire soit survolé. Mais quand on analyse les faits, avec l'attaque qui a eu lieu hier, samedi 25 avril, au Mali, nous nous rendons compte que ça a été un moyen de diversion. Parce que les éléments que nous avons montrent
qui se sont servis cette fois-ci de la frontière de l'Algérie pour venir attaquer le Mali. Donc, Bazoum a été, disons, une sorte de diversion pour avoir confiance à l'Algérie, et ce qui a permis cette attaque surprise derrière les lignes du Mali. Les Maliens, l'armée malienne au front, et ils sont sortis derrière les lignes. Donc ici, la première des choses à considérer, parce que dans cette situation, on est pris par l'émotion, on risque de ne pas être lucide. Il faut d'abord comprendre que l'histoire de Bazoum, de vouloir installer Bazoum, parce que son mandat venait de s'achever maintenant, eh bien, ça a été une sorte de diversion pour chercher à diviser l'AES. Parce que le Niger est allé remercier l'Algérie pour n'avoir pas permis de survoler son territoire, et voilà que le même pays permet que l'on traverse ses frontières pour venir s'attaquer à l'un des pays de l'AES. C'est la première des choses que Météopolitique voudrait suggérer à l'État malien dans cette situation confuse où l'émotion risque de prendre le dessus sur la raison. Nous disons condoléances à la famille très proche de Sadio Camara, et que Dieu l'accueille dans son paradis, parce que nous considérons que c'est un martyr, quelqu'un qui est tombé pour la paix dans son pays, un jeune qui est né en 79. Donc il est tombé pour la paix dans son pays. Et nous prions Dieu de l'accueillir dans son royaume, parce que nous nous battons pour la paix. Le second élément que je voudrais relever ici, c'est que j'avais dit, sans accuser l'État ivoirien, que nous avons en Côte d'Ivoire deux éléments qui manquent à Téné Birahima Ouattara pour s'installer de force au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait que les Ivoiriens ne vont pas vouloir le voter. Donc, il va vouloir négocier un passage en force. Et pour négocier ce passage en force, il a besoin des forces qui existent au Mali et au Burkina Faso. À ses côtés se trouve l'épouse de son père ou de son frère aîné. On ne sait pas s'il est le père, ou s'il est le frère ou le fils. Mais ce qui est certain, il est soutenu par Dominique Ouattara. Dominique Ouattara qui a été cité, dont la fondation a été citée dans les contrats entre les autorités politiques ivoiriennes et l'hôtel et l'hôpital, ainsi que la compagnie aérienne. Mais il faut dire que lorsque nous suivons les traces de Children of Africa, on se rend compte qu'autour de Children of Africa s'articulent toujours des conflits. Comme si cette fondation philanthrope, qui rassemble les philanthropes, servirait comme courroie pour permettre à des terreaux de s'en prendre aux pays africains. Je n'accuse pas. Ce sont des analyses que nous faisons. Parce que, étrangement, on retrouve Children of Africa. Children of Africa couvre le Burkina Faso. Children of Africa couvre le Mali. Il faut le Cameroun et autres, mais couvre surtout, puisque cela concerne l'AES, couvre le Burkina Faso et le Mali. Et nous savons que les organisations, les ONG, servent de courroie à beaucoup de choses qui ne sont pas gaies pour les pays africains. La preuve, derrière tout ça, on a vu l'affaire Jefferson-Epstein, où il y a des trafics d'enfants, il y a des trafics de filles. Derrière les organisations, les ONG, se cachent souvent des choses horribles. Et il faut dire aussi que
elle est algérienne d'origine, française d'origine algérienne, Dominique Ouattara. Et nous savons que pour trouver des jeunes désœuvrés qui sont prêts à mourir pour de l'argent, en attaquant leurs propres frères, on sait qu'il faut des gens qui connaissent, des médiateurs qui connaissent les pays. Est-ce que Dominique Ouattara a joué un rôle important en Algérie pour que les troupes passent en Algérie pour s'attaquer au Mali? Toujours est-il que elle est l'épouse de quelqu'un qui dit qu'il est né à Congo et qui voulait faire des 3 pays, du Burkina, du Mali, de la Côte d'Ivoire, un même pays qui devait remettre à la France. Il a dit dans une interview, Alassane Ouattara, que les frontières de la Côte d'Ivoire iraient au-delà du Congo, au-delà de la Côte d'Ivoire pour atteindre le Burkina Faso et autres. Donc le projet, il est là. Est-ce que Dominique Ouattara, qui est, disons, l'ami proche de Sarkozy, avec lesquels ils ont chapeauté tout ça, ne conduit pas ce plan jusqu'à terme? Est-ce que sa main ne se trouverait pas dans ce qui s'est passé au Mali? Ce sont des questions que nous posons. Et ces questions, je laisse le président Laurent Gbagbo emboîter le pas à Météo Politique ivoirienne. Écoutez ce qu'il dit à ce sujet. Il y a donc beaucoup de chaleur autour de vous aujourd'hui. Hier également, à Yopougon, c'était une mobilisation extraordinaire. Nous allons donc faire un break et puis aller à Yopougon. Vous y avez prononcé une allocution et au cours de cette allocution, vous avez parlé de la recherche de la vérité concernant ce qui concerne la crise post-électorale de 2010-2011. Monsieur le Président, pouvez-vous nous préciser votre pensée en ce qui concerne cette vérité que vous voulez que ce soit su? Oui, je vous remercie de me poser cette question. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 2010 et en 2011 en Côte d'Ivoire est grave. Est très grave. Est très grave. Bon. Et je pense que ces faits graves méritent un autre sort que celui qu'on lui a donné jusqu'à présent. On arrête quelqu'un, on le jette à la CPI. Maintenant, on se rend compte à la CPI que ce n'est pas la bonne personne qui est venue. Donc la bonne personne est quelque part. Si celui qui est venu n'est pas le coupable, s'il n'est pas le responsable des atrocités, comme il y a eu des atrocités, il y a un responsable. Donc, je souhaite qu'on le recherche. Je souhaite que la Côte d'Ivoire cherche la vérité. Et les victimes que moi j'ai rencontrées, elles cherchent la vérité. Mais vous voyez, moi, tout est derrière moi. Je ne cherche pas la vérité comme un point focal de vengeance. Non. Je ne souhaite pas que nous,
les non-coupables, nous nous vengions des responsables. Mais je souhaite qu'on les voie et qu'on les connaisse. Sinon, je ne recherche pas la vérité pour me venger. Non, ça c'est passé en... Oui, je reçois, je rencontre même des gens avec qui je n'étais pas dans le même cas en 2010, en 2011, je cause avec eux, donc ça ne me gêne pas. Donc il ne faut pas qu'ils craignent. Il ne faut pas qu'ils craignent la vengeance. Il n'y aura pas de vengeance. Il n'y aura pas de vengeance. Il n'y aura pas de vengeance. Mais il faut la vérité. Mais il faut la vérité pour qu'on sache, pour que la Côte d'Ivoire sache un jour qu'un tel avait posé un acte et cet acte n'était pas bon. Et pour que les autres Ivoiriens ne cherchent plus à poser de tels actes. Voilà, c'est tout. Lorsque nous entendons le président Laurent Gbagbo, nous disons que la Cour pénale internationale se doit de faire face à ces questions. C'est-à-dire, il faut que nous sachions quelles sont les personnes qui financent ces attaques qui endeuillent l'Afrique, qui endeuillent aujourd'hui la famille d'un jeune officier prometteur qui pouvait être demain président du Mali. Donc, il faut que nous trouvions des réponses. Est-ce que Dominique Ouattara est dans cette affaire avec son mari, oui ou non? Est-ce que Téné Birahima est dans cette affaire avec... Nous posons cette question parce que nous sommes Ivoiriens. Nous ne voulons pas être une base arrière pour déstabiliser les pays d'Afrique. Parce que dans la charte de l'ONU, c'est condamné, c'est condamnable. C'est-à-dire, on vous dit que les pays ne doivent pas être, disons, des points de discorde, de désordre dans la sous-région. Parce que l'ONU est là pour garantir la paix entre les pays. Alors nous, en tant qu'Ivoiriens, nous ne voulons pas que nos jeunes qui se sont à peine enrôlés dans l'armée de Téné Birahima se trouvent sur le front, au front, contre le Mali et le Nigeria, contrairement aux vœux du peuple ivoirien qui est souverain. Parce que la souveraineté appartient au peuple et non pas à une dynastie. Vous comprenez? Nous sommes arrivés à ce combat pour la dignité de nos pays. Et pour cette raison, je voudrais vous faire écouter le témoignage de Maître Abiba. Écoutez-la. Merci Maître Abiba pour cet exposé. Mais avant de vous laisser partir, comme vous êtes jeune aussi, je voudrais vous poser tout juste une question. Dites-nous, vous qui êtes né en Europe et qui avez grandi, étudié, vous êtes avocat, inscrit au barreau de Paris. Qu'est-ce qui vous a poussé à tout laisser pour suivre en Côte d'Ivoire un homme politique comme Laurent Gbagbo, que la communauté internationale traitait hier d'infréquentable et de criminel? Merci pour la question. Alors c'est vrai que je suis avocate, j'exerce toujours à Paris et je fais la navette entre Paris et Abidjan pour le moment. Mais il est vrai que rien dans mon parcours ne me destinait à m'engager auprès d'un homme politique ou même en politique tout simplement. Rien. J'étais vraiment la jeune de la diaspora en Europe, mais typique, dont les préoccupations étaient les études, le job étudiant et les amis, la fête quoi.
C'était mes préoccupations. La politique, c'était pour les parents, c'était pour mon père en particulier, qui discutait, qui débattait de la vie politique ivoirienne. Mais je ne me sentais pas particulièrement concernée, pour être honnête. Et puis un jour, mon père m'a demandé, mon père qui est avocat aussi, m'a demandé de le suivre. Il devait rendre visite au président Laurent Gbagbo avec d'autres confrères, et il m'a demandé de le suivre. Bon, quand les papas parlent, on s'exécute, donc je l'ai suivi. À cette rencontre, on était tous là et puis le président est rentré. Il nous a tous salués et il a parlé avec chacun d'entre nous. On ne va pas se mentir, hein, rencontrer un président de la République, c'est intimidant, c'est vrai. Mais pour être honnête avec vous, je n'ai pas été intimidée. Je n'ai pas été intimidée parce qu'en réalité, le président Laurent Gbagbo, il m'a touchée. Quand je dis qu'il m'a touchée, il m'a touchée par son humilité. Il m'a touchée par sa bienveillance. Mais vraiment, je me suis dit, hein, comment un président de la République, quelqu'un qui discute avec les grands de ce monde, et puis il prend une petite fille, il s'assoit à côté d'elle, et puis il discute. J'ai été touchée. Vraiment. Il ne s'est pas comporté comme un président de la République, en tout cas l'image que l'on peut se faire. Il s'est comporté comme un papa qui écoute sa fille. Ça, c'est ça le président. C'est ça le président. Il aime les gens. Il aime profondément les gens. J'ai eu l'occasion après ça de le revoir plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai revu le président, mais je ne peux pas dire que je l'ai rencontré. Je l'ai vu plusieurs fois. Je ne l'ai pas rencontré. Ma rencontre avec le président Laurent Gbagbo et avec la Côte d'Ivoire, c'était une rencontre brutale. Cette rencontre, c'était le 11 avril 2011. Ce jour-là, toutes les cellules de mon corps m'ont crié que j'étais ivoirienne. Je vais être honnête, et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais accepté les bombardements de la Côte d'Ivoire pour un contentieux électoral. Jamais. Je n'ai jamais accepté qu'on puisse humilier toute une nation et son dirigeant pour un contentieux électoral. Jamais j'accepterai ça. C'est ce jour-là que j'ai décidé d'emprunter le chemin de la dignité aux côtés du président Laurent Gbagbo. J'ai rencontré le président Gbagbo ce jour-là, mais je ne l'ai pas connu ce jour-là. Il a fallu du temps. Je l'ai vu. Je ne l'ai pas connu au pouvoir. Donc ce n'est pas les apparats du pouvoir qui m'ont séduite chez lui, qui m'ont convaincu de m'engager à ses côtés. C'est sa résilience et sa dignité à mener le combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est ça. C'est cette foi inébranlable en ce qu'en menant le combat, nous allons gagner à faire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique des États souverains et libres. C'est vrai, hein, on voit beaucoup de nos compatriotes, de jeunes Ivoiriens,
tenter la traversée de la Méditerranée. Ils vont se tuer, et pour les plus chanceux, ils se retrouvent de l'autre côté, à mendier dans la clandestinité, bref, en l'absence de toute dignité. Je ne peux pas leur reprocher de faire ça. On comprend. Pourquoi? Mais quand vous n'avez plus de dignité, quand vous ne croyez plus en rien, vous n'accordez même plus de valeur à votre propre vie. Le combat du président, c'est aussi ça. Donner à chaque Ivoirien, redonner à chaque Ivoirien sa dignité. Personne n'aime vivre loin de son pays. Personne n'aime vivre dans l'exil. Personne ne souhaite pour son enfant qu'il croupisse ou qu'il meure dans les mers de la Méditerranée. Personne. Et c'est pour ça que je suis convaincue que la seule façon pour nous, la jeunesse ivoirienne, africaine, d'aspirer à une vie meilleure, c'est de se battre pour notre dignité, de se battre pour notre souveraineté, de se battre pour que ce soit nous qui décidions et personne d'autre à notre place. Voilà ce que je pouvais dire. Merci. Voilà, vous venez de l'écouter. Eh bien, c'est le même sentiment qui m'a animé. Je suis entré dans cette lutte surtout à partir de 2010. J'ai commencé mes premiers articles en 2010. Et en 2011, j'ai été humilié par ce qu'ils ont fait au président Laurent Gbagbo. Voilà ce qui explique ma fidélité au président Laurent Gbagbo pour la dignité de la Côte d'Ivoire. Je pense que si, à cette époque, c'était Alassane Ouattara qui avait subi cette humiliation, j'aurais défendu Alassane Ouattara. Peut-être après, je l'aurais laissé quand j'aurais su son idéal, sa vision. Mais on ne peut pas laisser un pays venir prendre, faire prisonnier un président d'un peuple souverain. Seulement ça doit nous amener à être unis autour du président Laurent Gbagbo, qui poursuit une lutte noble. Une lutte noble. Vous voyez? Alors que ceux-là permettent qu'on vienne humilier leur pays. Alassane Ouattara a permis que l'on vienne humilier la Côte d'Ivoire. Et partout où nous nous trouvions, on voyait le président Laurent Gbagbo avec ce casque et on le tenait. Et c'était vraiment douloureux à voir. Avec son épouse Simone, c'était douloureux à voir. Avec ses enfants qu'on matait, avec Dakouri, le gouverneur de la BCAO, qui était totalement, pratiquement nu, avec Béchot qu'on frappait, Jean-Jacques Béchot qu'on frappait là avec des coups de pied, des mawashis. C'était douloureux de voir tout ça. C'est ce qui nous a porté à ce combat. Donc, nous allons combattre jusqu'à triompher. Peu importe notre vie, parce que dans tous les cas, au lieu de mourir comme un mouton dans la rue, il est mieux de mourir comme un lion au combat. Voilà ce que Sadio Camara nous a laissé comme témoignage, comme martyr. Et sa mort ne doit pas être vaine. Abonnez-vous pour que nous puissions vaincre le combat de la communication. Ce jeune est entré dans l'armée pour servir son pays. Et voilà qu'il est lâchement assassiné. Vous voyez? C'est-à-dire que même dans l'exercice tranquille de votre fonction, ces gens peuvent venir vous massacrer. Ils disent qu'ils sont musulmans et pourtant, ils ont fait exploser une mosquée. Ce qui veut dire qu'ils ne viennent pas parce qu'ils sont musulmans. Non. Ils sont envoyés par des Occidentaux qui veulent prendre nos richesses. Et pour prendre nos richesses, il faut toujours avoir comme base arrière qui donne sur l'océan Atlantique la Côte d'Ivoire. De telle sorte qu'on envoie des armes et on les décharge en Côte d'Ivoire et on peut aller combattre ces pays de l'AES. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Et je vous laisse ce jeune, cette chanson de ce jeune qui vient nous encourager à être
autour du président Laurent Gbagbo, parce que son procès va nous illuminer, nous éclairer sur tout ce qui arrive en Afrique, et précisément en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Merci et à la prochaine vidéo. J'avais dit lundi, mais comme vous le constatez, la mort de Sadio Camara ne peut pas nous laisser dormir comme ça. Il faut que nous vous informions pour que vous ayez l'esprit tranquille, parce qu'une vidéo sur TikTok avait fuité qui disait qu'il était vivant. Mais en réalité, il nous a quittés. Donc, condoléances à lui, condoléances plutôt à sa famille, condoléances à ses proches, et paix sur son âme. Que le Seigneur, nous prions pour que le Seigneur l'accueille dans son royaume, parce qu'il a porté le flambeau de la justice, de la paix au Mali. Merci. Laurent Gbagbo arrive. Il va sortir dans l'eau. Gbagbo arrive, il arrive. On l'appelle Laurent Gbagbo. Est-ce qu'ils sont au courant? Arrive. Né le 31 mai 1945, Gagno à Laurent Gbagbo fut très tôt animé par le désir ardent de justice et de liberté. Docteur en histoire, enseignant puis syndicaliste, il s'imposa dès les années 1966 comme une voix dissonante dans un paysage politique dominé par le parti unique du président Félix Houphouët-Boigny, fondateur du Front populaire ivoirien FPI en 1982, alors qu'il vivait en exil en France. Gbagbo devint l'un des principaux artisans de l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire, acquis en 1990 au terme d'un long combat politique, élu président de la République en 2000. Après des années d'opposition courageuse, il incarnait alors l'espoir d'un renouveau démocratique. Il arrive. Gbagbo arrive. Laurent Gbagbo arrive. Il va sortir dans l'eau. Gbagbo arrive, il arrive. On l'appelle Laurent Gbagbo. Est-ce qu'ils sont au courant? Arrive. Son accession au pouvoir fut celle d'un homme du peuple, d'un intellectuel qui croyait profondément à la souveraineté nationale et à la dignité africaine. Cependant, son mandat fut marqué par de profondes crises politico-militaires, attisées par des ingérences extérieures, refusant de céder à la pression internationale. Laurent Gbagbo s'affirma comme un défenseur acharné de l'indépendance africaine, convaincu que l'Afrique devait être actrice de son destin. Gbagbo arrive. Laurent Gbagbo arrive. Il va sortir dans l'eau. Gbagbo arrive, il arrive. On l'appelle Laurent Gbagbo. Est-ce qu'ils sont au courant? Arrive. L'histoire fut implacable en avril 2011. Après une guerre post-électorale tragique, il fut arrêté à Abidjan puis transféré à la Cour pénale internationale, où il resta détenu pendant près de 8 années. Malgré les accusations, il demeura fidèle à sa ligne, celle d'un homme qui préfère la vérité à la compromission. Son acquittement en janvier 2019 confirmé définitivement mars 2021 fut ressenti comme une victoire morale, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui croyaient encore à la justice et à la dignité africaine. Il arrive. Gbagbo arrive. Laurent Gbagbo arrive. Il va sortir dans l'eau. Gbagbo arrive, il arrive. On l'appelle Laurent Gbagbo. Est-ce qu'ils sont au courant? Arrive. Il n'est pas qu'un homme, il est un symbole, celui de la démocratie, de la paix et de la dignité. Légende vivante de la politique africaine, il incarne l'excellence. Et s'il a un défaut,
c'est bien celui d'être trop aimé par le peuple.